Mesures de sécurité à l'Halloween. Pendant l'époque la plus sinistre de l'année, gnomes et fantômes devaient respecter certaines directives. Ne jamais quitter le trottoir, ne jamais entrer dans la maison d'un étranger, et ne jamais sortir seul. Bonsoir à tous, je suis Angela Vidal et je me trouve ce soir au milieu d'une compagnie de pompiers que je vais pouvoir accompagner dans ces interventions. C'est bon. Les pompiers frappent à la porte de l'appartement d'où proviennent des cris. La police est arrivée sur les lieux peu de temps avant nous et... Madame, c'est la police. Restez bien derrière moi, aidez. Envoyez-nous immédiatement une ambulance. Parfait. Ça va aller, petit peu. La situation ici devient intolérable. Il y a d'ores et déjà 2 personnes mortes. Toutes les sorties ont été bloquées. Surtout qu'ils continuent de tourner. C'était quoi ça? J'en sais rien. Ça venait de cet appart. Et arrêtez de faire tourner cette putain de caméra! On en a rien à foutre, on continue à filmer. Nous savons qu'il y a un foyer infectieux extrêmement contagieux. On doit tout filmer. On cherche quoi exactement? Tenez, regardez. C'est Tristan Amédéos. Il est capital de la retrouver et de lui prélever du sang. On dirait un débarras. C'est un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'il y a, Marcos? Contentez-vous de tenir la caméra. Clara accepte cette alliance comme gage de mon amour et de ma fidélité. C'est quoi ces conneries? Arrête! C'est notre famille. Clara est vivante. J'en suis sûr. L'escalier! Il y a peut-être une sortie! Où es-tu? La Genèse. Le Seigneur les a enchaînés dans les ténèbres, dont ils ne ressortiront que le jour du jugement dernier. C'est mon jour. Bonjour Angela. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé? Où est-ce que je suis?
Nous allons vous conduire à l'hôpital. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle? Conchita. C'est quoi Comme d'habitude, j'ai toujours ma petite tasse ou que ça fume. Normal, il y a du café et le café est tout chaud. Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur d'épouvante. Bienvenue dans les jeudis de l'angoisse de Gripsou et dans les petits contes de la crypte. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un joyeux Halloween, car ce soir c'est Halloween. Alors je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Éclatez-vous, allez dans les bars, buvez un coup, faites la fête, matez des films d'horreur et d'épouvante, et éclatez-vous. Et si jamais ça toque à la porte, ouvrez, car des enfants vous attendront certainement pour leur donner des bonbons. Comme dans les traditions d'Halloween en général. La petite boule, mon personnage, et même les bonbons que j'ai si les gosses y passent. Mais étant donné que je fais cette vidéo un peu avant le jour d'Halloween, à seulement un jour, vous risquez pas d'entendre toquer derrière, hein? Mais peut-être, allez savoir, quelqu'un vient, un invité étrange, qui viendrait se pointer dans les contes de la crypte de Gripsou et dans ces jeudis de l'angoisse, pourquoi pas? Ce soir, nous allons donc parler de Rec. Rec, qui est un film donc espagnol et qui a été sorti exactement en 2007. Ce film a fait parler de lui. Il y a eu 4 films et un 5e était prévu, même si vous avez vu la bande-annonce ou le petit teaser d'un 5. Malheureusement, le projet a été abandonné. Pourquoi le projet a été abandonné pour un 5e volet? Tout simplement, c'est parce que le 4, malheureusement, qui est censé être la suite de ce qui s'est passé dans le 2, a malheureusement très mal marché, et donc ils ont voulu annuler, alors que les 2 premiers étaient excellents. Alors vous allez me demander, alors c'est quoi ce 3e opus? Il s'avère que ce 3e opus est donc une histoire alternative avec ce qui se passe dans le 1 et le 2. Voilà. Qui fait que ça explique pourquoi vous ne rencontrez pas les mêmes personnages. Mais la suite du 2 et du 1, avec la journaliste, se passe dans le 4e volet et dans un paquebot, exactement. Mais, Rec, quand même, reste un classique dans l'épouvante et dans l'horreur. Quand vous avez pu voir les extras des bandes annonces, vous avez pu voir quand même que c'est flippant, qu'on se demande pourquoi les gens sont-ils fous comme ça et limite sont-ils cannibales pour vous manger tout cru. Alors, vous savez, ça me rappelle une histoire dans la façon dont c'est tourné. Vous vous souvenez de Blair Witch, le projet Blair Witch? Ça avait été fait par des amateurs, et pourtant que c'était tourné par des amateurs, le film à l'époque avait cartonné.
cartonné. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo sur Blair Witch si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette histoire de sorcière et de réalité de ce qui s'est passé. Car dans ces forêts bien étranges où nos compagnons ont tourné, il y a bien des choses qui se passent. Dans Rec, c'est totalement différent. Pourquoi les gens deviennent comme des zombies? Dans l'histoire de Rec, on parle d'un virus qui transformerait les gens. Mais on se rend compte petit à petit qu'en fait, les gens ne sont pas si fous qu'on pense. Il y a peut-être une certitude de science-fiction et de ténèbres, bien sûr, et de phénomènes étranges dus au paranormal. Mais ça, petit à petit, quand nos acteurs, journalistes, avancent petit à petit pour essayer de sauver des gens en espérant de faire les choses bien, et bien là, il se passe des choses, comme vous avez pu voir. Vous savez, regardez, nous avons eu, quand on voit Rec aujourd'hui, on se dit, si un virus comme ça avait tapé, ça serait très très grave dans notre société. Hein? Regardez, nous avons eu le Covid-19. Hein? Et bien franchement, quand je pense à ce Covid-19, je me dis, si le virus de Rec était aussi réel que veut le présenter le film, et bien franchement, on aurait de quoi s'inquiéter quand même. On ne serait pas à l'abri des choses. Donc ce soir, je vais vous montrer des extras des films et je vais vous parler un peu des synopsis de ces opus, bien sûr, qui sont sortis depuis maintenant quelques temps. Mais malgré qu'ils sont un peu vieux maintenant, ce sont des films qui font parler d'eux. Hein, comme Paranormal Activity, hein, ça j'avais prévu aussi de faire une vidéo sur Paranormal Activity. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur Rec, le premier film? Alors, Rec, également Typographie Rec, est un film d'horreur espagnol co-réalisé par Paco Plaza et John Balaguerro, sorti en 2007, écrit par John Balaguerro et Paco Plaza et Luisa Beljado. Il met en scène Manuela Valsco et Javier Bollet dans le film. Le film a été récompensé 4 fois au Festival international du film Catalogue Stige en 2007, 3 fois au Fantastic Art et en 2008 et 2 fois au prix Goya en 2008. Alors, quand même, pour vous dire à quel point ce premier opus avait fait quand même un grand succès et avait marché. Hein. Il y a des films espagnols que j'aime beaucoup et qui sont très bien faits aussi. Hein. Il y a aussi des navets, comme tous les films hein, qui sortent. Mais celui-là, c'est vrai que Rec avait quand même fait parler de lui et c'était vraiment bien fait. Alors, pour vous parler peut-être du synopsis, peut-être pas tout de suite, après un autre extrait du premier, et je vous parlerai du synopsis. Hein, donc restez avec moi, comme ça pendant que vous verrez l'extra, moi je vais boire mon petit café.
restez où vous êtes. Madame. Tu le repasses, Pablo. Tu rebobines ta putain de caméra et tu me montres ce que t'as filmé, ok? Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on y retrouve du suspense, de l'étrange. Et on se demande comment ils vont sortir de cette galère. Hein? Imaginez que cela vous arrive, à mon avis, ça risque d'être compliqué, n'est-ce pas? Hop là. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le petit synopsis? Hein? Alors, pour l'émission télévisée pendant que vous dormez, qui fait découvrir des métiers et des activités nocturnes, la jeune journaliste Angela Vidal et son caméraman Pablo passent la nuit dans une caserne de pompiers de Barcelone, donc la capitale de l'Espagne. Les premières heures sont très calmes. Puis, un appel survient. Les habitants d'un immeuble ont entendu une voix crier. Une voix crier. L'équipe de nuit se rend sur les lieux, accompagnée de 2 journalistes dans le hall de l'immeuble. Angela et 2 pompiers découvrent 2 policiers sont déjà sur place et que les habitants sont terrifiés par des hurlements qu'ils ont entendus. Donc ils ont entendu. Qu'ils entendent dans un appartement. Concernés et trouvant alors une vieille femme nommée Conchita qui attaque brutalement l'un des policiers et le mord profondément à la gorge. Déjà, vous imaginez un peu la scène, hein, on vous dévore déjà tout cru. Il s'enfuit de l'appartement et portant le blessé à l'exception d'un pompier. Alors qu'il tente de sortir du bâtiment pour sauver le policier blessé, il découvre que les autorités les ont mystérieusement mis en quarantaine.
Peu après, le pompier reste au 3e étage, tombe dans la cage d'escalier et s'écrase lourdement dans le hall. Le policier valide remonte aussitôt et abat la vieille femme. Angela interroge les habitants de l'immeuble et Jennifer, une enfant malade, lui dit que son chien Max a été récemment emmené chez le vétérinaire car il était lui aussi malade. Un représentant du ministre de la Santé arrive ensuite vêtu d'une combinaison hazmat. Et muni d'une mallette pour examiner le policier blessé qui devient brusquement très violent malgré sa grave blessure. À la suite d'une injection d'un sérum, le représentant explique alors que c'est une conséquence d'un virus inconnu dont les autorités ont pris connaissance quand un chien emmené chez le vétérinaire est devenu très agressif lui aussi. Les autres comprennent très vite qu'il s'agit du chien de Jennifer. À ce moment-là, Jennifer devient elle-même belliqueuse. Elle attaque sa mère puis s'enfuit. S'enfuit dans les escaliers. Le policier accompagné de Manu, le pompier, survivent. Angela et Pablo partent à sa poursuite. Mais il est mordu à son tour. Quand il redescend, le policier et le pompier, gravement blessés, qui avaient été attaqués, ont réussi à se libérer et tous les résidents, sauf la mère de Jennifer, qui a été menottée, se réfugient à l'étage avec et par un tour, les résidents sont mordus et deviennent infectés à leur tour par ce virus qui les transforme en brutes sanguinaires. Sanguinaires. Allez, dernier paragraphe et nous passerons à rec numéro 2. Angela, Pablo et Manu, les trois rescapés, trouvent une clé qui peut leur permettre de s'échapper de l'immeuble par l'atelier du rez-de-chaussée. Mais ils ne peuvent y accéder car les infectés leur barrent plutôt le passage. Manu est contaminé et son tour. Et Angela, Pablo sont obligés de se réfugier dans un appartement au dernier étage. Ils découvrent qu'il était occupé par un prêtre catholique chargé par le Vatican d'isoler un virus chez les porteurs ou la porteur. La jeune Tristana Medeiros, dont les symptômes laissent imaginer une possession démoniaque. Donc, vous voyez, il y a une part de surnaturel un peu dedans, hein. Pendant que le prêtre tentait de soigner la jeune Medeiros, le virus a muté
et il est devenu contagieux. Le prêtre alors enferme la jeune femme et un enfant qui était dans le grenier endommage la lampe torche de Pablo qui est obligé de passer sa caméra en vision nocturne pour ne pas être totalement dans le noir. Tristana Medios ressemble désormais à une goule. Une goule. Alors elle risque d'être résistante. Et pas facile à tuer, celle-là, hein? Suivant et oblige Angela et Pablo à se cacher. Ils finissent par être découverts et Pablo est tué par Medios. Un coup de marteau. Angela prend la caméra et s'enfuit. Mais elle tombe. Alors qu'elle cherche à tâtons la caméra, elle est entraînée en hurlant dans l'obscurité nocturne. Voilà comment notre histoire et notre chapitre 1 se termine. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra et nous passerons au synopsis du deuxième opus. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est croustillant, non? Allez, tout de suite la séquence. Ça tourne. Avant de continuer notre soirée spéciale REC, voici une petite séquence qui va vous rappeler des souvenirs, du moins pour les anciens. Allez, générique! Les Envahisseurs, avec Roy Kinnes dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Petit problème technique, mais ça c'est pas grave. On sait que tout passe par YouTube aujourd'hui.
recharge. J'ai plus de munitions, bordel. Vous avez entendu ça, Tokay? À mon avis, c'est certainement des gosses. On va attendre un peu. Ah. Et bonsoir les enfants. Allez, prenez les bonbons. Et joyeux Halloween. Ah, ces gosses. Alors, j'espère que l'extra de Rec 2 vous a plu. Est-ce que ça ne vous a pas rappelé un peu quelque chose? Le style, hein? Eh ben moi si. Souvenez-vous, dans les jeux vidéo, les jeux de tir vidéo, vous avez vu comment c'est filmé? C'est filmé comme un jeu vidéo, quand vous jouez à Doom ou Duke Nukem à l'époque, ou Predator aussi, hein, en mode tireur, hein, le style, voilà, ils ont changé un peu leur style, hein, et ça donne bien quand même, hein, mais avec plusieurs zombies à l'affût qu'il doit affronter, bien sûr. Alors, Rec 2, un film d'horreur espagnol, mais cette fois réalisé toujours par Jim Balguerio et Paco Plaza, sorti, mes amis, en 2009. Le premier date de 2007 et le deuxième date de 2009. Donc il aura fallu un certain temps avant qu'il nous sorte un deuxième opus. C'est la suite directe du film Rec, sorti en 2007, réalisé par le même duo de l'histoire de ce déroule quelques minutes après la fin du premier film. Donc c'est une version alternative suite de ce qui se passe quelques minutes après. Pourquoi pas, c'est intéressant, hein? Donc, je vais vous lire le synopsis et je vous passerai un petit extra viteuf. Et ensuite, nous passerons donc au troisième opus. Alors, les autorités ont perdu tout contact avec qui que ce soit à l'intérieur de l'immeuble. Ce dernier ayant été mis en quarantaine, personne ne sait exactement ce qui s'est passé à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le chaos, avec une foule importante qui s'est massée devant le bâtiment. Il est alors décidé de faire entrer une unité d'intervention spéciale à l'intérieur afin de contrôler la situation et dans un temps apprendre plus sur les événements qui se sont déroulés. Le docteur Owen et représentant du ministre de la Santé les accompagne pour ces 4 militaires, Jeff, Martos, Rosso et Lara
la mission paraît simple. Seulement une fois entré dans le bâtiment, la situation dégénère rapidement quand Matos est mordu par une habitante de l'immeuble et a été de frénésie sanguinaire. Hop là. Marteau, rapidement infecté, s'en prend à ses collègues qui l'enferment dans une pièce. Owen accroche un chapelier à la porte et prononce une prière, ce qui a pour effet immédiat le calme. Matos prenant la direction des opérations, Owen réveille autre qu'il est en réalité un prêtre catholique envoyé par l'Église et que la véritable mission est de récupérer un échantillon de sang de Tristana Medeiros, qui a été la cause de l'infection. Les militaires ont récemment, essayé de calmer la situation. Mais Owen le préjuge et leur disent qu'il est le seul à pouvoir affirmer que la mission est terminée et ainsi évacue le bâtiment. Les militaires fouillent l'appartement où Medeiros était retenu et trouvent le cadavre du père Albada qui était militaire. Attendez, je crois que j'ai raté une petite ligne. Bâtiment. Les militaires fouillent l'appartement de Medeiros et le trouvent là, ok. Voilà, c'est ça. Chargé de son cas, il trouve ensuite un échantillon de sang de Medeiros, mais le perdant à la suite d'une mauvaise manipulation. Owen leur annonce que le seul moyen d'accomplir la mission est désormais de retrouver Medico et sont alors attaqués par des infectés. Et Lara, séparée des autres, est acculée dans une pièce et se suicide. Quelle idée! Il faut faire face à ces peurs, mais pas choisir la facilité, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le père de Jennifer, la petite fille du premier film, persuade un pompier de l'aider à entrer dans l'immeuble par les égouts. Ils sont suivis à leur insu par 3 adolescents, Trito, Mir et Ori. Et tous pénètrent dans le bâtiment. Mais la police scelle l'entrée derrière eux. Le père de Jennifer est infecté à son tour, puis tué. Puis le pompier attaqué par Matos, et tue accidentellement parmi qui tue Martos. Juste après, Tito a été infecté à son tour. Et c'est à ce moment-là qu'Owen, Jeff et Rosso les trouvent. Ils enferment Mir et Ori dans une pièce et rencontrent la journaliste Angela Vidal, saine et sauve, mais en état de choc. Il l'interroge ensuite, Tito possédé et déduisant de ses réponses que Medeiros est au grenier de l'appartement du père Albada et que certains endroits sont inaccessibles uniquement
dans l'obscurité totale en étant mûri d'une lumière infrarouge. En utilisant la vision nocturne de leur caméra, le groupe trouve une porte cachée. Ils sont ensuite attaqués par Medeiros, qui tue Jeff avant qu'Angela Vidal ne lui fasse sauter la tête. D'un coup de fusil, Owen est fou de rage, car il lui fallait absolument la prendre vivante. Mais Angela, qui semble perdre totalement le contrôle de ses nerfs, ne pense qu'à sortir de l'immeuble. Devant le refuge d'Owen, elle s'en prend à lui et à Barroso qui tentait de s'interposer. Il est alors révélé qu'Angela, la nouvelle hôte de l'entité démoniaque qui possède Medeiros, Angela tue Owen pour imitant parfaitement sa voix, contacte les autorités pour leur signifier que la mission est accomplie, qu'il doit rester à l'intérieur car il était infecté et que le seul survivant autorisé à sortir et Angela a soudain un flashback, relève alors ce qui s'est passé juste après la fin du premier film. Angela est maîtrisée par Medeiros et se fait transmettre par la bouche un organisme vomiforme. Elle entend ensuite l'équipe d'intervention arriver et va se cacher. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce scénario? C'est qu'un espèce de parasite lui est rentré dans la bouche par ce type pour être à son tour infecté. Allez savoir, mes amis. Mais en fait, on en apprend la suite plus dans le 4e opus que dans ce 3e opus qui arrive, car le 3e opus n'a rien à voir avec les 2 premiers. Ce qui était intéressant dans le 4, dans Rec 4, donc Rec Apocalypse, c'est que, voilà, c'est la suite du 1 et du 2. Mais malheureusement, ce fut un échec au cinéma. Et c'est vrai que la réalisation, elle était très moyenne. Allez, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un dernier extra de ce 2e opus de Rec. Et nous passerons donc au 3e, qui n'a rien à voir avec les 2 premiers de Rec que vous connaissez. Allez, tout de suite, ça tourne. Bâton me protège. Si je devais traverser la mer et régner les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es... Voyons, ne me compliquez pas la tâche. Donnez cet ordre. Tu ne pourras pas m'y obliger. Le père Abelda avait raison. Fuyez! Allez-y, ne vous inquiétez pas! Le temps est
t'exposerai à aucun danger, car tu seras avec moi, Seigneur. Ton... C'est mon mariage! Allez, ne perdons pas de temps. Si je vous parlais donc de Rec 3 Genesis. Alors, toujours réalisé par Paco Plaza, sorti, mes amis, en 2012. Donc 2007, 2009, 2012. Donc là, il aura fallu encore attendre un peu plus que les deux premiers. Alors, il est le troisième volet de la saga Rec. Le sous-titre générique, Genesis, pourquoi j'ai dit générique, Genesis, en français, fait référence aux écrits bibliques concernant la Genèse et dont il est largement fait mention dans le film. Les événements du Rec 3 se déroulent durant la même nuit que ceux des deux précédents films, mais pas dans le même lieu et le point de vue de la caméra embarquée des deux premiers films est abandonné assez tôt dans cet opus-là. Comme vous avez pu voir, ils en ont fait plus un film, comme vous avez pu voir aussi dans la bande-annonce, ils en ont fait plus un film vraiment d'épouvante, avec un peu de tronçonneuse, un peu plus de sang. Donc, une version très très différente des deux premiers, bien sûr. Alors, synopsis. Donc, aujourd'hui est le plus beau jour de la vie de Koldo et Clara. Ils ont réuni toute leur famille et leurs amis dans une somptueuse maison de campagne pour leur mariage. Durant la soirée, tonton Victor, vétérinaire, mordu dans l'après-midi par un chien qu'on croyait mort, développe un comportement anormal jusqu'à devenir soudainement agressif. Et quelques instants, il devena donc incontrôlable. Une vague de violence s'abat sur la fête, tandis que de plus en plus d'invités sont infectés à la suite de cette morsure et deviennent à leur tour incroyablement agressifs. Clara et Koldo sont séparés au milieu de ce chaos. Koldo trouve refuge dans la cuisine avec son cousin Adrien. Tita, la petite sœur de Clara Artune,
le photographe du mariage et un inspecteur des droits d'auteur, il s'échappe par le conduit de la climatisation. Sauf que Actune que sa corpulence l'empêche de passer à l'intérieur. Ah, ça c'est ballot quand même, hein. Le fait que tu sois un peu trop enrobé, tu ne peux pas passer à travers ce truc pour t'enfuir. Ah là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, j'en suis où? Le docteur s'échappe, conduire les climatisations, machin, corpulence empêche de passer, voilà, de passer à l'extérieur. Koldo, Adrian et Tita et l'inspecteur trouvent un véhicule des forces de police, ainsi qu'une convie obèse en train de se nourrir de la chair d'un policier après s'être débarrassé d'elle. Il essaye de contacter la police, mais l'inspecteur des droits d'auteur se fait dévorer par le policier qui était censé être mort à l'intérieur du véhicule, lequel déclenche la sirène de police, alertant les infectés et les survivants doivent s'échapper à plusieurs personnes infectées et entrent dans une chapelle où plusieurs autres rescapés se sont également réfugiés. Les contaminés, ils les appellent les contaminés, mais moi j'ai envie de dire zombies. Allez, les zombies, hein, les zombies ne pouvant pas y entrer par l'intermédiaire d'un système de haut-parleurs, Koldo entend Clara dire qu'elle est saine et sauve et qu'elle est enceinte, comme par hasard. Koldo décide alors de la retrouver rapidement. Ensuite, Clara et le curé qui ont célébré le mariage ont trouvé refuge dans la salle de vidéosurveillance et assistent impuissants au carnage qui se déroule. Repérés par les infectés, donc par les zombies, ils s'échappent et retrouvent Rafa, un ami du couple, et Nathalie, cousin français de Clara, qui s'était retiré dans une pièce pour faire l'amour, sans se rendre compte que la situation poursuivie par les infectés, par les zombies. Clara, Rafa et Nathalie s'enfuient à leur tour, pendant que le curé, qui semble en savoir long sur la situation, et à faire référence à la Genèse et au père Alberda, immobilisé et possédé, en récitant une prière. Pendant ce temps, Koldo arrive à la salle de vidéosurveillance et assiste au massacre des réfugiés de la chapelle qui voulaient s'enfuir en bus. On peut aussi voir en arrière-plan, en haut à gauche, un écran de télévision montrant un flash d'informations sur les événements du premier et du deuxième film. On peut en déduire que les événements se passent simultanément. Voilà, j'ai bien réussi à le dire. Donc, comme je vous avais dit au début, mes amis, avec les films précédents, Clara, Nathalie, Rafa rencontrent un autre rescapé, John,
l'éponge, l'animateur pour les enfants de la soirée. Nathalie est ensuite mordue et Clara doit faire face à sa propre mère contaminée. John l'abat d'un coup de fusil avant d'être à son tour mordu. Clara et Rafa s'enfuient par un tunnel souterrain. Mais Clara fait demi-tour quand elle entend la chanson dont Koldo, alors dans la salle de bal, a poussé le volume à fond. Dernier paragraphe. Clara, suivie par Rafa, s'empare d'une tronçonneuse et se fait un chemin parmi les zombies. Mais Rafa est mordu et Clara doit la tuer. Clara finit par retrouver Koldo dans la cuisine et tous deux sont encerclés par une horde de zombies. Quand ceux-ci sont paralysés par la voix du curé récitant la jeunesse qui résonne dans les hautes paroles, Clara et Koldo sortent dans les jardins. Mais Clara est mordue par le grand-père de Koldo, atteint de surdité et qui n'est donc pas infecté par la prière. Koldo coupe le bras de Clara jusqu'à en dessous du coude pour arrêter l'infection et arrive à la sortir du domaine que les autorités ont déjà mis en quarantaine. Clara est alors atteinte des premiers signes d'infection et Koldo la porte à l'intérieur. Quand les forces spéciales lui ordonnent de la lâcher, Koldo et Clara partagent un dernier baiser, mais Clara, désormais est totalement infectée, arrache la langue de Koldo. Tous deux sont alors abattus par les forces spéciales et joignent leurs mains dans un dernier effort. Voilà, un film qui se termine mal pour une fois. Il y en a marre des films qui finissent toujours bien. Donc celui-ci se termine plus ou moins mal. Voilà. Allez, un dernier extra et nous passons au 4e opus. Donc, Rec Apocalypse, qui est pour moi le plus mauvais de la franchise. Je suis désolé de vous le dire, mes amis, mais je le trouve très mauvais et c'est pourtant la suite du 1 et du 2. Eh oui, c'est comme ça. On peut pas tout avoir, hein. Allez, dernier extra, et on se retrouve tout de suite après. Ah, décidément, j'ai toujours un problème avec ces manches, hein. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Ah. Jusqu'à que la mort nous sépare.
Allez, une dernière bande-annonce avant de continuer notre opus concernant REC 4. Voici donc la nouvelle bande-annonce, mes amis, d'un film qui est très très attendu. Je veux parler de Nosferatu qui sort en 2025 sur nos écrans et en janvier. Et voici la nouvelle bande-annonce. Viens à moi. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi, se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner. Jamais tu ne me satisferas comme lui. Je suis prête. Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée pour ce spécial jeudi de l'angoisse, spécial REC. Allez, nous allons passer donc au 4e opus, synopsis, ainsi de suite, et notre émission touchera à sa fin, mes amis et mes abonnés. Et surtout à toi, Jacqueline, qui voulait une émission spéciale REC, et ben Gripsou l'a réalisée pour toi. Hop là. Donc, cette fois-ci, ce 4e opus est sorti tardivement. Il est sorti en 2014. Donc, il y a quand même quelques années derrière avant d'avoir une suite. Et une vraie suite au 1 et au 2. Alors, réalisé par John Balguero et sorti en 2014. 4e volet de la série REC. Il est la suite chronologique
de REC 2 surtout, de 2009. Contrairement aux deux premiers volets, REC 4 n'a pas été tourné en food footage, mais avec le format traditionnel à la star du troisième film, REC Genesis numéro 3, donc REC 3 Genesis. Maintenant, laissez-moi vous parler du synopsis qui est très très court, il sera moins long que les autres. Je vous montrerai ensuite un dernier extra et notre émission touchera à sa fin, du moins pour cette émission-là, et on se reverra pour d'autres vidéos, bien sûr. Alors, une escouade de Géo, voilà, donc l'escouade se faisait appeler Géo, voilà, en espagnol ça veut dire Grupo Especial de Operación, est envoyé pour récupérer Angela. Les policiers placent des bombes sur tous les appartements, mais ils sont pris en embuscade par Manu et César. Infectés, ils les abattent, ainsi que 2 des membres du commando. Tout juste mordus, ils entendent alors des cris d'Angela et Gullman, l'un des GEO, décide de partir à la recherche seul avant que les bombes n'explosent. Angela se réveille dans une pièce où le docteur Guinard a effectué des tests sur elle et lui demande si elle se souvient des derniers événements. Elle répond que non. Guinard prend un échantillon de son sang pour s'assurer qu'elle est saine et sauve et qu'elle n'est pas contaminée. Guzman, le géo ayant sauvé Angela, trouve plutôt une dame égarée qui se réveille très et seule, survivante des événements du troisième film. Il retrouve son partenaire Lucas. Angela tente de s'échapper du laboratoire et se jette sur Guzman. Les deux découvrent qu'ils sont sur le bateau civil. Le docteur Ricard et les soldats leur expliquent que la situation est sous contrôle car le sang d'Angela est épargné de toute infection. Alors c'est déjà bien pour notre héroïne qui a survécu dans le premier opus et dans le deuxième opus sans qu'elle soit infectée au final, hein, même malgré qu'elle a reçu quelque chose dans la gueule, comme on dit. Hein. Bref, voilà, il y a beaucoup de genres différents dans ce genre de film, hein, bien sûr. Et s'ils veulent changer un scénario, ils peuvent le changer, bien sûr, bien sûr. Alors, Guzman est présenté au capitaine du bureau, Ortega, qui effectue son dernier voyage. Et Nick, qui est responsable des communications, Nick tente de récupérer les images de la caméra d'Angela. Plus tard dans la nuit, une panne de courant se produit. Guzman trouve Angela marchant dans les couloirs du navire. Elle affirme avoir eu peur de Guzman, ne révèle à personne l'errance d'Angela. Le lendemain après-midi, Angela rencontre Nick, qui est un grand fan d'elle. Nick, qui a commencé à récupérer des données de la caméra d'Angela, lui montre les premières images. Elle commence à se souvenir
Tristanal, voilà, Medeiros. Dans le même temps, Nick envoie la vidéo aux scientifiques du laboratoire, improvisés sur le bateau afin qu'ils l'analysent. Ricard et son équipe découvrent que le sujet de test et signe infecté s'est échappé pendant la panne. Avant que Ricard il devienne quelqu'un, la laisse s'échapper. Le cygne attaque la cuisinière du navire qui est immédiatement infectée. Son sang contamine malheureusement l'approvisionnement alimentaire du navire qui infecte aussi presque tout l'équipage par ingestion. Après avoir testé sans succès un antidote sur la cuisinière, Ricard et son équipe laissent Angela, Guzman, Lucas et la vieille femme à la cafétéria. Lucas leur élève qu'il a pris un échantillon de sang dans l'immeuble pour le Vatican. Après s'être amené avec des couteaux, il tue 2 hommes infectés et un cygne. La vieille femme s'élance et s'entend enfuir. Lucas se charge de la retrouver pendant que Gulmaz et Angela vont sur le pont où se trouve le capitaine. Voilà, je ne vais pas continuer à vous lire, je pense que vous en savez assez. Donc vous voyez plus ou moins, les scénarios sont plus ou moins les mêmes, avec quelques changements. Mais REC 4 reste quand même le plus mauvais de tous. Alors, comme je vous ai dit, ils avaient prévu de faire un 5e opus, mais vu que le 4e, Apocalypse, a fait vraiment, et a fait mal, et a très mal fonctionné lors de sa sortie, ils ont donc décidé d'arrêter le projet alors qu'ils avaient déjà commencé le tournage et qu'un éventuel teaser, comme je vous ai montré tout à l'heure, avait pris forme. Donc, voilà, il y a souvent des projets comme ça qui sont lancés et puis on ne sait pas trop, ils sont abandonnés. Par la suite, quand on s'aperçoit que ça devient un peu trop répétitif, hein. Comme Insidious, si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur Insidious, elle avait fait des vues. Insidious, je trouvais que c'était très bien, mais ils ont fait un 5e opus, et ce 5e opus était de trop. Ils auraient dû s'arrêter à 4 et pas faire de 5. Mais voilà, ils veulent gagner de l'argent, dès qu'une franchise fonctionne, ils veulent essayer de faire des suites, et au final, ça ne veut plus rien raconter, et les gens se lassent et s'ennuient, et c'est compréhensible, mes amis. À part Scream, hein, qui fait toujours parler de lui, hein. Malheureusement, Wes Craven n'est plus de ce monde, mais voilà, Scream, il y a de l'ingéniosité quand même, ils essayent de trouver un scénario stable, pour pas que les fans soient, bien sûr, déçus. Hein, il y en a quand même déjà 6, hein, et un 7e opus est prévu si le projet, bien sûr, ne sera pas abandonné. Voilà. Eh ben, mes amis, c'est la fin des jeudis de l'angoisse de Gripsou. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques dans les vendredis de l'angoisse, car jeudi c'était spécial, hein, donc jeudi de l'angoisse d'Halloween, c'était ce soir. J'espère que vous aurez passé un beau moment, il y avait de la parlotte, il y a eu quelques extras, hein, et voilà,
voilà, c'est tout ce que je pouvais faire pour vous ce soir. Voilà. Allez, prenez soin de vous, faites de super cauchemars. À la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques. Salut, salut les amis et les petits monstres, et joyeux Halloween. Bye bye. Générique. Un dernier extra et générique. Salut, salut. Hop là. Eh ben dis donc, ça en fait des citrouilles sur les escaliers, hein? C'est le parcours du combattant. Thank you.